Bonjour, bienvenue. Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un cœur en commentaire sous cette vidéo. Je m'appelle Élise Renaud, j'ai 36 ans et j'habitais à Orléans depuis plus de 10 ans, mariée à Adrien Morel, lorsqu'un jour tout a basculé. C'était un matin de février, gris et glacial, quand j'ai entendu la porte claquer derrière lui. Adrien portait sa veste bleue élimée, celle qu'il mettait toujours pour aller travailler sur les chantiers. Je lui ai crié un « Fais attention » à moitié endormi, encore emmitouflé dans la couverture, tandis que Clara, notre petite, jouait avec ses cubes au pied du lit. Rien dans ses gestes, ni dans son regard, ne laissait présager que ce serait la dernière fois que je le verrais. Ce jour-là, mon monde s'est mis à se fissurer lentement, sans bruit, comme un verre qu'on ne remarque pas briser avant d'y verser de l'eau. Et moi, je n'avais aucune idée que ma vie allait bientôt s'effondrer sous le poids d'un mensonge si grand qu'il avalerait tout. Il est parti ce matin-là comme tous les autres, en me déposant un baiser rapide sur le front, le regard ailleurs, distrait. Il m'a dit qu'il avait un chantier à superviser près de Tours et qu'il rentrerait tard, comme souvent. Je me souviens que je lui ai demandé s'il voulait que je prépare quelque chose pour le dîner, mais il a juste souri sans répondre. Puis le silence. Ce soir-là, il n'est pas rentré, et le lendemain non plus. Inquiète mais encore rationnelle, j'ai appelé son portable plusieurs fois, sans réponse, puis j'ai contacté son chef de chantier qui m'a dit qu'Adrien n'était jamais arrivé. Le vide a commencé à se creuser en moi, un vertige glacial qui me serrait la gorge. J'ai fini par aller au commissariat d'Orléans, pensant que c'était la démarche à suivre. Mais là, on m'a calmement expliqué que, sans signes évidents de danger, je devais attendre 48 heures avant qu'ils ne puissent ouvrir une enquête. Je suis rentrée chez moi avec ce délai comme une épée suspendue au-dessus de ma tête. Pendant que je comptais les heures, son absence devenait de plus en plus étrange. J'appelais tous ses amis, ses collègues, même d'anciens camarades que je n'avais jamais rencontrés. Aucun n'avait eu de nouvelles récentes. Sa famille, d'abord choquée, essayait de me rassurer. Sa mère répétait qu'Adrien avait peut-être juste besoin d'air, que les hommes sont parfois comme ça, comme si c'était un caprice passager. Mais les jours ont passé, puis les semaines, et très vite, plus personne ne savait quoi dire. Les messages sur sa boîte vocale restaient sans réponse, ses comptes bancaires ne montraient aucune activité. Plus je m'acharnais à chercher, plus l'idée qu'il avait disparu volontairement s'infiltrait dans mon esprit. Je passais mes nuits à revoir chaque détail des jours précédents, cherchant un indice, un mot étrange, un geste suspect. Mais il n'y avait rien. Au bout de 3 mois, l'attitude de mes beaux-parents a changé du tout au tout. Fini les appels de soutien ou les tentatives de consolation, ils ont commencé à s'éloigner, à devenir froids, méfiants. Lors d'un déjeuner tendu chez eux, son père a laissé échapper que certaines choses ne collaient pas. Sa mère, elle, me lançait des regards accusateurs, comme si elle voyait en moi l'ombre d'un secret. Je ne comprenais pas encore ce qu'il m'imaginait capable de faire. Et puis un jour, sans détour, ils m'ont dit qu'ils trouvaient étrange que je sois restée si calme, que je ne sois pas plus affectée. Ils ont insinué que je cachais quelque chose, que je savais peut-être ce qu'il s'était passé. Leur méfiance s'est transformée en hostilité ouverte. Je n'étais plus leur belle-fille, j'étais devenue une suspecte, une étrangère indésirable. Leur regard était plein de jugement et de doutes que je ne méritais pas. Pendant ce temps, je faisais tout pour garder un semblant de normalité pour Clara, qui n'avait que 4 ans. Elle me demandait parfois quand papa rentrerait, et je devais sourire, détourner la question, lui inventer des histoires pour protéger son cœur. Je passais mes journées à faire des allers-retours entre les administrations, les commissariats, les avocats. Et mes nuits à pleurer en silence dans la cuisine, quand elle dormait. Mon seul but, qu'elle ne sente pas l'effondrement qui me rongeait. 3 années entières se sont écoulées comme ça, dans un silence épais, sans appel, sans lettres, sans traces. Je ne savais même plus si Adrien était mort ou vivant, ni même s'il avait jamais été l'homme que je croyais. Chaque anniversaire, chaque fête, chaque moment important devenait un rappel brutal de son absence. Les saisons passaient, mais la douleur, elle, restait figée. Le monde continuait de tourner, sauf pour moi. Financièrement,
J'étais au bout du rouleau. J'avais tout vendu, chaque meuble inutile, chaque bijou offert par Adrien, juste pour nourrir Clara et payer les factures. J'avais pris des petits boulots de ménage, parfois 3 dans la même journée. Je rentrais éreintée, les mains abîmées, le dos cassé, mais avec au moins la satisfaction de tenir debout. C'était ça, ma survie, un jour après l'autre, sans futur, sans rêve. Un après-midi pluvieux, alors que je revenais d'un petit contrat de ménage, j'ai trouvé mes beaux-parents plantés devant la porte de la maison. Ils n'avaient pas téléphoné, pas prévenu, et leur visage fermé ne laissait présager rien de bon. Sans même me saluer, ils m'ont dit d'un ton sec que je devais partir, que la maison appartenait à leur fils. J'ai tenté de leur faire comprendre que c'était aussi celle de Clara, qu'on n'avait nulle part où aller. Mais ils ne voulaient rien entendre, comme si j'étais une intruse. Ils ont sorti un dossier rempli de papiers, prouvant qu'Adrien ne m'avait jamais mise sur l'acte de propriété. Je suis restée là, glacée, réalisant que je n'avais aucun droit légal sur ce toit qui avait été mon foyer pendant plus d'une décennie. Peu après, une procédure a été lancée contre moi pour me faire expulser. Je me débattais entre la rage et l'incompréhension, incapable de croire que les parents d'Adrien pouvaient me traiter ainsi. Je n'étais plus qu'une étrangère aux yeux de ceux qui avaient été ma famille. J'ai essayé de me défendre, de contacter un avocat, de contester cette injustice, mais la loi était froide, implacable. Les papiers étaient clairs, et le juge n'a eu d'autre choix que de trancher en leur faveur. Le verdict est tombé comme un coup près, j'avais 30 jours pour quitter les lieux. J'ai senti mes jambes céder sous moi, une honte sourde m'envahissant, comme si c'était moi la coupable. Le sol s'ouvrait une fois de plus sous mes pieds. Le mois est passé à une vitesse folle. J'ai emballé nos affaires dans 2 valises usées, pliant les vêtements de Clara avec un soin douloureux. Chaque objet me rappelait une vie qui n'existait plus, un quotidien qui m'échappait. Le matin du départ, Clara s'est levée en silence, comme si elle sentait que quelque chose d'irréversible était en train de se produire. Je n'ai pas eu la force de pleurer devant elle. J'ai pris sa petite main et nous sommes partis. Nous avons marché jusqu'à l'arrêt de bus qui menait au centre d'Orléans. Clara grelottait sous son manteau trop fin, et je faisais tout pour garder contenance, bien que chaque pas me rapprochait d'un gouffre sans fond. Il n'y avait plus rien à quoi me raccrocher, plus de maison, plus de mari, plus de famille. Juste elle et moi, contre le monde. Et puis soudain, cette voiture noire s'est arrêtée devant nous, comme surgie d'un rêve étrange. La vitre s'est abaissée, révélant un visage que je n'avais pas vu depuis des années, ma tante Mireille, la sœur de ma mère. Son apparition était irréelle, presque trop théâtrale pour être vraie. Elle vivait à Lyon, loin d'ici, et n'avait jamais pris la peine de venir depuis l'enterrement de maman. « Monte vite », m'a-t-elle lancé avec une urgence dans la voix qui m'a figé sur place. « Il faut que je te parle de quelque chose de très important. » Je n'ai pas réfléchi. J'ai pris Clara dans mes bras et nous sommes montés à l'arrière, les valises posées en vrac sur la banquette. Mon cœur battait à tout rompre, chaque pulsation cognait contre mes tempes. Je ne comprenais pas ce qu'elle faisait là, ni pourquoi maintenant, ni ce qu'elle savait. La voiture a démarré sans un mot, et dans le rétroviseur, son regard croisait le mien avec une intensité nouvelle. Puis elle a parlé. « Élise, Adrien n'a pas disparu. Il s'est enfui. » Ces mots ont éclaté dans l'habitacle comme une détonation, laissant un silence glacé derrière eux. Je me suis figée, les bras serrés autour de Clara, incapable d'articuler une seule syllabe. Mes mains tremblaient, mes pensées se bousculaient dans un tumulte sans issue. C'était comme si l'air avait été arraché de mes poumons. Adrien s'était enfui? Volontairement? Mireille a continué à parler sans me laisser le temps de réagir, comme si elle redoutait que je fûs la vérité. Elle m'a expliqué qu'Adrien avait accumulé des dettes énormes, qu'il était mêlé à des affaires très graves dont elle ignorait encore les détails. Elle l'avait appris par une source inattendue, mais fiable selon elle. Tout ce que je croyais connaître de mon mari s'effondrait, remplacé par une image trouble, presque étrangère. J'avais envie de hurler, de la faire taire, mais une part de moi savait que c'était vrai.
Je secouai la tête, refusant d'accepter que l'homme avec qui j'avais partagé plus de 10 ans de ma vie menait une double existence. Tout en moi criait au mensonge, mais mes souvenirs prenaient soudain une teinte plus sombre, des silences suspects, des absences prolongées, des factures que je ne comprenais pas. Je me sentais trahi dans ma chair, humilié jusque dans mes souvenirs. Et pourtant, je restais là, figé, incapable de rejeter en bloc ce que ma tante révélait. J'avais besoin de comprendre, d'entendre chaque mot jusqu'au bout. Le pire, Élise, il n'est pas parti seul. Il est parti avec une autre femme. Ces mots m'ont transpercé comme une lame glacée, sans aucune douceur pour atténuer la douleur. J'ai senti ma bouche s'assécher, mes oreilles bourdonner, et une colère sourde monter en moi, mêlée à une tristesse presque insoutenable. Il m'avait laissé, oui, mais pas seul. Il avait choisi de construire ailleurs, pendant que je me débattais dans le vide. Et moi, je n'avais rien vu venir. Mireille m'a tendu une enveloppe froissée, qu'elle gardait dans son sac depuis 2 ans, sans jamais avoir osé me la remettre. Il l'a laissée pour toi, a-t-elle murmuré, comme si ses mots brûlaient ses lèvres. J'ai ouvert d'une main tremblante, découvrant une lettre courte, sèche, presque indifférente, j'ai besoin de recommencer à zéro. Ne me cherche pas. Aucune explication, aucun regret, pas même un mot pour Clara. J'ai senti mon cœur se fendre définitivement. Ma tante a repris le fil de ses révélations avec une voix plus grave, plus pesante. Elle m'a expliqué qu'Adrien s'était caché quelque temps à Perpignan, vivant au noir, changeant souvent d'adresse pour ne pas se faire repérer. Il avait laissé derrière lui des dettes impayées, des créanciers menaçants, et des comptes vidés. Puis, sans prévenir, il avait de nouveau disparu, abandonnant tout le monde derrière lui. Il laissait derrière lui un sillage de mensonges et de ruines. Je le sais parce que c'est sa maîtresse qui me l'a dit, a avoué Mireille en détournant le regard, comme si elle craignait mon jugement. J'ai ressenti un mélange de dégoût et de confusion, incapable de comprendre comment cette femme, étrangère à ma vie, pouvait savoir autant de choses. Mon cœur cognait violemment dans ma poitrine, chaque révélation me ramenant à l'évidence que je n'avais jamais vraiment connu l'homme que j'avais épousé. C'était comme vivre un cauchemar éveillé, sans fin. Une sueur froide m'a parcouru l'échine. Comment la connais-tu ? Ai-je réussi à murmurer, sentant mes jambes se dérober sous la peur. Tout était flou, incertain, comme si le monde avait basculé dans une logique qui m'échappait complètement. Mireille a marqué un silence, puis a soupiré longuement avant de répondre. Elle semblait porter un poids immense sur les épaules, comme si elle aussi avait été victime de cette histoire. Et elle est venue me voir la semaine dernière. Adrien l'a abandonnée aussi, avec un bébé. J'ai senti mon souffle se bloquer, mes mains devenir moites, et ma vision se troubler. Un bébé. Un enfant né de cette trahison, un frère ou une sœur pour Clara, une autre vie que mon mari avait créée dans le mensonge. L'image d'Adrien avec un nouveau-né dans les bras m'a transpercée. Et pendant que moi, je m'effondrais, il recommençait ailleurs. Mireille a ajouté que la jeune femme voulait me parler, mais qu'elle ne pouvait pas se déplacer jusqu'à Orléans, par peur ou peut-être par honte. Clara dormait à moitié contre mon épaule, inconsciente du chaos qui se jouait autour d'elle. Moi, je fixais la route qui défilait par la vitre, incapable de dire si j'étais prête à entendre encore plus. Et pourtant, quelque chose en moi me poussait à aller jusqu'au bout, à regarder la vérité en face. Je n'avais plus rien à perdre. Ma tante m'a conduite dans un petit appartement à la périphérie, modeste mais propre, où la jeune femme nous attendait. J'ai ouvert la porte avec l'estomac noué, le cœur battant à tout rompre. Et là, dans le silence le plus absolu, je l'ai vue. Une fille d'Aix en grave peine 26 ans, les traits tirés par la fatigue, tenant un bébé contre elle comme un rempart fragile. Elle s'appelait Élodie, et son regard était chargé de peur, de colère, et de honte. Elle s'appelait Élodie, et dès que nous nous sommes assises, elle m'a dit d'une voix tremblante qu'elle avait été la maîtresse d'Adrien pendant 4 ans. Je suis restée muette, abasourdie, incapable de comprendre comment cette fille si jeune avait pu faire partie de sa vie aussi longtemps sans que je le devine. Elle évitait mon regard, comme si ma souffrance lui faisait honte, mais je pouvais lire dans ses yeux qu'elle aussi avait été dupée.
Tout ce que je croyais solide s'effondrait encore un peu plus. Adrien avait mené 2 vies, 2 foyers, 2 mensonges. Je n'ai pas pu retenir mes larmes, elles sont montées d'un seul coup, brûlantes, incontrôlables. Je pleurais pour moi, pour Clara, pour cette illusion qui m'avait tenue debout pendant 3 ans. Élodie n'a pas tenté de me consoler, elle s'est contentée de me regarder, avec une tristesse silencieuse, comme si elle comprenait. Elle m'a tendu un mouchoir froissé qu'elle avait dans sa poche, et ce simple geste m'a brisé. Nous étions 2 femmes détruites par le même homme. Elle m'a dit qu'Adrien nous avait manipulées toutes les 2, qu'il passait d'une maison à l'autre, d'un mensonge à l'autre, avec une aisance terrifiante. Il inventait des déplacements professionnels, simulait des absences, créait des conflits imaginaires pour justifier ses départs soudains. Elle-même avait découvert l'existence de Clara par hasard, en fouillant son téléphone pendant son sommeil. Ce jour-là, elle avait compris qu'elle n'était pas la seule à être trompée. Et pourtant, elle l'aimait encore, d'un amour malade, empoisonné. Puis elle a ajouté qu'il avait emprunté de l'argent à des gens très dangereux, et que ces personnes le recherchaient activement. Je l'ai regardée, incrédule, me demandant comment tout cela avait pu m'échapper. Elle m'a expliqué qu'il leur devait des sommes considérables, et qu'il avait même signé des reconnaissances de dettes en utilisant de faux noms. Tout était devenu incontrôlable, et Adrien avait préféré fuir plutôt que d'assumer. Il laissait derrière lui des femmes épuisées, des enfants brisés, et une traînée de menaces. Si tu retournes dans ta maison, ils viendront. Ils pensent que tu sais où il est, m'a-t-elle averti d'une voix grave. Mon estomac s'est noué, et j'ai senti une peur physique, brutale, s'emparer de moi. Ce n'était plus une affaire de cœur brisé ou de trahison conjugale, c'était devenu une question de survie. J'ai pensé à Clara, à sa sécurité, à ce que j'étais prête à faire pour la protéger. Je n'avais plus le luxe de rester dans l'ignorance. Elle m'a tendu un sac en toile usé, rempli de documents qu'Adrien avait laissés derrière lui avant de disparaître. Il y avait des contrats falsifiés, des relevés bancaires, des courriels imprimés, des papiers signés sous de fausses identités. Chaque page était une preuve supplémentaire de la double vie d'Adrien, un puzzle noir et dense que je ne parvenais pas à reconstituer. Tout cela prouvait qu'il n'était pas seulement un mari infidèle, mais aussi un escroc méthodique. Un homme capable de tout pour sauver sa peau. Au fond du sac, j'ai trouvé un carnet noir, usé sur les bords, couvert de notes désordonnées et de ratures. Mon nom y apparaissait plusieurs fois, entouré, souligné, suivi d'un mot qui m'a glacé, coupable. J'ai senti ma gorge se serrer, mon cœur ralentir, comme si le temps s'était figé. Il avait prévu de me faire porter la responsabilité de ces arnaques. Tout ce que je vivais depuis 3 ans n'était pas un malentendu, mais un plan. Et j'en étais le bouc émissaire. Tout devenait clair, les accusations de mes beaux-parents, leur changement soudain d'attitude, leur haine inexpliquée. Adrien leur avait parlé avant de partir, il leur avait tout raconté ou du moins, sa version des faits. Il avait fait de moi la femme dangereuse, la complice silencieuse, celle qui devait être écartée. Et ils l'avaient cru. Leurs regards, leurs mots, leurs attaques prenaient soudain tout leur sens. Je n'étais plus seulement trahi. J'étais piégée. Un mélange violent de colère, d'humiliation et de chagrin m'a submergée. Je voulais crier, frapper, détruire quelque chose pour expulser cette rage qui m'étouffait. Mais je suis restée là, assise, les mains tremblantes sur mes genoux, fixant ce carnet comme on fixe une arme chargée. J'avais été naïve, amoureuse, confiante, et Adrien avait utilisé tout cela contre moi. Il avait tué la femme que j'étais, morceau par morceau. Mireille m'a prise dans ses bras, fermement, comme pour me rappeler que je n'étais pas seule dans ce naufrage. « Élise, il faut aller voir la police. C'est trop grave. » Sa voix était calme, mais ferme, comme celle de quelqu'un qui sait qu'on n'a plus le choix. J'hésitais, paralysée à l'idée d'être accusée à tort, mêlée à cette histoire sordide que je n'avais jamais choisi de vivre. Mais au fond, je savais que fuir ne ferait qu'empirer les choses. Le lendemain matin, j'ai pris Clara par la main et je me suis rendue au commissariat. Mon ventre était noué, mes jambes tremblaient, mais je suis entrée, le sac de documents sous le bras,
prête à affronter ce que j'avais passé des années à fuir. J'ai tout remis, la lettre, les contrats, les relevés, le carnet. L'inspecteur m'a écouté en silence, sans me couper, son regard fixant chaque détail. Puis il a dit d'une voix posée, « Madame, votre mari est en cause dans plusieurs délits. » Vous, non. À cet instant, un soulagement brutal, immense, m'a submergé. Comme si une chape de béton s'était détachée de mes épaules. Je suis sortie du commissariat en titubant, le cœur plus léger, les yeux pleins de larmes, mais cette fois, des larmes de délivrance. Pour la première fois depuis 3 ans, je n'étais plus sous le poids du doute et de la culpabilité. J'avais enfin une vérité officielle, une reconnaissance. Une enquête officielle a été ouverte dans les jours qui ont suivi, et les policiers m'ont régulièrement contacté pour me tenir informé. Je coopérais pleinement, leur fournissant tous les détails que je connaissais sur Adrien, même les plus insignifiants. Chaque appel, chaque rendez-vous, chaque signature me ramenait un peu plus vers une forme de justice. Je n'étais plus passive, j'agissais. Et cela suffisait à me faire tenir debout. Peu après, la police a arrêté 2 complices d'Adrien à Nîmes, des hommes discrets, sans antécédents lourds, mais bien impliqués. L'un d'eux a parlé, sans trop de résistance, confirmant qu'Adrien avait fui vers l'Espagne. Il espérait atteindre l'Amérique du Sud via un contact à Valence. Il savait peu de choses sur ses plans exacts, mais il l'avait aidé à disparaître, à effacer ses traces. La traque devenait internationale. La police a immédiatement lancé un mandat d'arrêt national, puis international, en collaboration avec Interpol. Son visage est apparu dans les bases de données, classé comme individu recherché pour fraude, falsification et escroquerie aggravée. Le nom Adrien Morel devenait celui d'un fugitif. Moi, je n'avais plus de maison, plus d'emploi stable, mais j'avais cette vérité dans les mains. Et c'était déjà une victoire. Quand mes anciens beaux-parents ont appris la vérité, ils m'ont appelé, bouleversé, leur voix tremblante à l'autre bout du fil. Ils ont essayé de s'excuser, de se justifier, de m'expliquer qu'ils ne savaient pas, qu'ils avaient été trompés eux aussi. Mais le mal était fait. Le regard qu'ils m'avaient porté pendant toutes ces années ne s'effacerait jamais. Ils avaient choisi de croire en la culpabilité plutôt qu'en la loyauté. Je n'ai rien dit. Je les ai écoutés, poliment, puis j'ai raccroché. Je ne cherchais plus de pardon, ni de réparation. Je voulais seulement tourner la page, reconstruire ma vie avec Clara, loin de cette famille qui m'avait détruite. Je n'étais plus la femme brisée qu'ils avaient rejetée. J'étais devenue autre chose. Une femme debout. Grâce à Mireille, j'ai pu louer un petit appartement à l'écart, dans un quartier calme, loin de tout ce qui me rappelait Adrien. Ce n'était pas grand, mais c'était à moi, et chaque objet que j'y posais avait un sens. Clara a eu sa chambre, avec ses dessins sur les murs, et moi un coin tranquille pour respirer. On recommençait de zéro, dans le silence, dans la lenteur, mais avec une paix nouvelle. Une paix méritée. J'ai commencé une thérapie, timidement d'abord, comme si j'avais peur de dire à voix haute tout ce que j'avais enduré. La première fois, je n'ai presque rien dit, mais la psychologue m'a regardé avec cette patience silencieuse qui invite à s'ouvrir. Clara aussi a été suivie, par une spécialiste des traumatismes chez les enfants, et peu à peu, elle a retrouvé un peu de légèreté. Les cauchemars ont diminué, les silences aussi. On réapprenait à vivre, chacune à notre rythme. Clara, du haut de ses 7 ans, posait de moins en moins de questions sur son père. Elle semblait comprendre, à sa manière, que son absence était une réponse en soi. Parfois, elle me demandait si j'étais triste, et je lui disais toujours la vérité, sans l'écraser de mes douleurs. Elle grandissait avec une force que je n'avais pas à son âge, une lucidité douce, désarmante. C'était pour elle que je me levais chaque matin. Avec le temps, j'ai repris un peu de stabilité. J'ai trouvé un poste à mi-temps dans une bibliothèque de quartier, puis quelques heures d'aide scolaire à domicile. Rien de spectaculaire, mais suffisant pour ne plus avoir peur de la fin du mois. J'ai recommencé à lire, à écrire, à écouter de la musique, toutes ces choses que la douleur m'avait volées. Et petit à petit,
la honte a cédé la place à la dignité retrouvée. Presque un an après notre départ définitif, j'ai reçu un appel que je n'attendais plus. Une voix inconnue m'a annoncé qu'Adrien avait été arrêté à Valence, en Espagne, après un contrôle de routine. Il avait présenté des faux papiers, mais les agents avaient détecté des incohérences et lancé une vérification. Il était désormais en détention provisoire, en attente d'extradition vers la France. Mon cœur s'est figé, puis s'est remis à battre trop fort, trop vite. On m'a demandé si je souhaitais déposer une plainte officielle en tant que victime directe de ces escroqueries. J'ai pris quelques secondes avant de répondre, la main crispée sur le combiné. Puis j'ai dit oui. Non pas par vengeance, mais parce que c'était nécessaire, pour Clara, pour moi, pour la justice. Je ne voulais plus être la femme silencieuse qu'on piétine. Je voulais que mon histoire ait un écho. Peu après, un inspecteur m'a appelé pour me demander si je souhaitais lui parler. Adrien, depuis sa cellule, avait exprimé ce souhait. Il disait vouloir s'expliquer, me demander pardon, comme s'il restait quelque chose à sauver. J'ai écouté la proposition sans réagir, mon regard perdu sur la fenêtre du salon. Puis j'ai dit non. Je ne voulais plus entendre sa voix. En raccrochant, j'ai senti quelque chose se briser en moi, mais dans le bon sens. Comme un dernier fil invisible qui me liait encore à lui, une corde que je venais enfin de couper. Il ne ferait plus jamais partie de ma vie, pas même comme une ombre. Adrien avait tout détruit, mais moi, j'étais toujours là. Debout, libre, et résolue à ne plus jamais me laisser enterrer vivante. Clara jouait dans le salon, riant aux éclats avec un jeu de société trouvé dans une brocante. Son rire m'a traversé comme un baume, me rappelant que tout ce combat avait un sens. Je n'avais pas reconstruit ma vie pour tourner la page d'un homme, mais pour écrire un nouveau livre avec ma fille. Et dans cette nouvelle histoire, il n'y aurait plus de place pour la peur. Seulement pour l'amour, la vérité et la lumière. La nouvelle de l'arrestation d'Adrien a fait le tour de la presse locale, puis nationale, révélant au grand jour son vrai visage. Les journalistes parlaient d'un escroc sentimental, d'un homme qui avait manipulé, menti, volé, sans scrupule. Je voyais son visage s'étaler sur les écrans, figé dans une photo d'identité froide, sans expression. Il ne ressemblait plus à celui que j'avais aimé, ou peut-être ne l'avait-il jamais été. C'était un étranger, un masque, un mensonge vivant. Dans les jours qui ont suivi, la police m'a transmis les documents de l'enquête, les preuves accumulées, les témoignages des autres victimes. Adrien avait laissé une traînée de destruction sur des kilomètres, mêlant dettes, fausses identités et femmes trompées. Il y avait eu d'autres Élodie, d'autres moi. Ce que j'avais cru unique n'était qu'un chapitre dans une série de duplications sans âme. Cela m'a brisé un peu plus, mais m'a aussi libéré d'un dernier reste d'illusion. Mes beaux-parents, en apprenant toute l'étendue des crimes de leur fils, ont tenté de se rapprocher à nouveau. Ils m'ont écrit une longue lettre, pleine de remords et de regrets, où ils reconnaissaient leur erreur et leur injustice à mon égard. Mais j'étais déjà ailleurs. Leur pardon arrivait trop tard, après trop de silence, trop de blessures. J'ai lu leurs mots, puis je les ai rangés dans un tiroir que je n'ai jamais rouvert. Je n'avais plus de maison à moi, mais j'avais construit un abri plus solide, la paix intérieure. Cet appartement modeste, où chaque meuble avait une histoire et chaque recoin une trace de renaissance, était devenu notre sanctuaire. Clara accrochait ses dessins au mur comme on plante des drapeaux sur un territoire conquis. Elle riait plus, dormait mieux, et m'a même dit un soir, « Tu sais, maman, ici on est bien. » Et j'ai su qu'on était sauvés. Mireille, fidèle comme une étoile dans les nuits les plus sombres, ne nous a jamais lâchés. Elle venait chaque dimanche, les bras chargés de gâteaux et d'anecdotes de sa jeunesse, apportant un peu de chaleur là où il restait encore du froid. Grâce à elle, j'ai compris que la famille ne se résume pas au sang, mais à ceux qui restent quand tout le monde s'en va. Elle avait été mon phare, mon ancrage, ma seule vérité pendant le naufrage. Je ne lui en serai jamais assez reconnaissante. Le temps passait, et avec lui les plaies se refermaient, lentement mais sûrement. Je riais à nouveau, je faisais des projets, même petits, même fragiles.
J'avais envie de vivre, de sentir, de goûter à la légèreté sans me sentir coupable. Un jour, en rangeant un carton oublié, j'ai retrouvé une vieille photo d'Adrien et moi, prise dans un parc, des années plus tôt. Je l'ai regardée longtemps, sans haine, sans tristesse. Puis je l'ai jetée, sans trembler. Clara, elle, grandissait vite, trop vite. Elle posait des questions plus rares, mais plus précises. Elle voulait savoir si son père allait sortir de prison, s'il l'avait aimée, s'il pensait à elle. Je répondais avec honnêteté, sans jamais salir son image, mais sans enjoliver non plus. Je lui disais qu'il avait été un homme malade de ses propres choix, incapable d'aimer autrement que par intérêt. Et elle comprenait, d'une manière que seuls les enfants savent. Un matin de printemps, j'ai reçu un dernier appel de la police. Adrien avait été officiellement extradé en France, il comparaîtrait dans 3 mois. Il me demandait encore si je voulais témoigner, si je voulais me présenter au procès. J'ai dit non. Je n'avais plus besoin de l'entendre condamné pour me sentir libre. Ma vérité, je l'avais déjà obtenue, chaque jour, en regardant Clara sourire. L'ultime preuve de ma résurrection est arrivée un soir d'été, alors que je rentrais du travail. Clara m'a sauté dans les bras et m'a dit, « Tu sais, maman, moi je suis contente qu'on soit que toutes les deux. » Et j'ai pleuré. Pas de douleur, pas de manque. Juste d'émotion pure, de gratitude, d'amour infini. Elle et moi avions survécu à un monde qui voulait nous briser. Et désormais, plus rien ne pourrait nous atteindre. Les semaines qui ont suivi ont été comme un long souffle de soulagement. Clara et moi retrouvions peu à peu un rythme, une forme de stabilité qui nous avait échappé depuis tant d'années. Je réapprenais à cuisiner sans sentir un poids dans la poitrine, à ouvrir les volets le matin sans craindre une mauvaise nouvelle. C'était fragile, encore tremblant, mais c'était réel. Pour la première fois depuis longtemps, je me surprenais à sourire sans raison. Un soir, alors que Clara dessinait dans le salon, j'ai réalisé combien sa petite présence m'avait sauvée. Elle n'avait jamais cessé de me tendre la main, même dans les pires moments, même quand je ne savais plus comment avancer. En l'observant, concentrée sur ses crayons de couleur, j'ai compris que tout ce combat avait toujours été pour elle. Pour qu'elle grandisse loin du mensonge, loin de la peur, loin des ruines de son père. Les démarches administratives, les rendez-vous avec la police, les courriers officiels, tout cela continuait, mais avec une distance nouvelle. Je n'étais plus la femme acculée, piégée, brisée. Je devenais quelqu'un d'autre, quelqu'un qui relève la tête et ose regarder l'avenir, même si l'avenir reste flou. J'avais appris à vivre avec mes cicatrices sans les laisser définir qui j'étais. Un dimanche matin, Mireille nous a emmenés au bord de la Loire, un endroit que je n'avais plus visité depuis des années. L'eau coulait lentement, paisible, comme si elle lavait ce qui restait encore de mes douleurs. Elle m'a pris la main et m'a dit que j'avais été d'un courage extraordinaire, que peu de femmes auraient tenu debout après tant de trahison. Pour la première fois, je l'ai cru. Le courage ne fait pas de bruit, il ne se voit pas toujours. Il se vit. Et j'en étais remplie sans même m'en rendre compte. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un courrier officiel m'informant du transfert définitif d'Adrien vers une prison française. Son nom, imprimé noir sur blanc, ne me faisait plus trembler. Il appartenait désormais à un passé clos, un chapitre que j'avais refusé de rouvrir. Je n'avais plus besoin d'entendre ses excuses ni de comprendre ses motivations. Certaines réponses ne guérissent rien, elles blessent encore plus. J'ai commencé à reconstruire ma vie professionnelle aussi. Au centre culturel où je travaillais à mi-temps, on m'a proposé quelques heures supplémentaires, puis un petit rôle dans l'organisation d'ateliers pour enfants. Je me suis investie avec une énergie nouvelle, découvrant que j'aimais transmettre, écouter, guider. Cela n'effaçait rien, mais cela donnait un sens à mes journées, un sens que je n'avais pas eu depuis longtemps. Clara, elle, grandissait avec cette incroyable faculté qu'ont les enfants de transformer la douleur en force. Elle riait plus souvent, posait moins de questions, et retrouvait cette insouciance que j'avais tant redouté de lui voir disparaître. Parfois, je la surprenais à jouer à la maîtresse ou à dessiner des maisons colorées où elle et moi étions toujours côte à côte.
Ces dessins étaient des promesses d'avenir. Un soir d'été, après une longue journée, Clara et moi avons dîné sur le balcon de notre petit appartement. Il faisait doux, les lumières des immeubles voisins scintillaient comme des lucioles, et un parfum de tilleul flottait dans l'air. Elle m'a regardé avec un sérieux qui ne lui ressemblait pas et m'a dit « Tu sais, maman, je suis contente qu'on soit que toutes les deux. » J'ai senti mes yeux se remplir de larmes, des larmes douces, nécessaires. Dans ce moment suspendu, j'ai compris que tout ce qui nous était arrivé n'avait pas été vain. Nous avions survécu, nous avions résisté, nous avions reconstruit quelque chose de plus solide que ce que nous avions perdu. Plus de mensonges, plus d'ombre, plus de chaînes invisibles. Seulement la vérité, la lumière, et un avenir que nous pouvions façonner ensemble, à notre image. Et ce soir-là, alors que Clara s'endormait contre moi, j'ai enfin senti la paix véritablement m'envahir. Une paix qui ne dépendait plus de personne, ni d'aucun pardon, ni d'aucune justice extérieure. Une paix née de la certitude que nous étions libres de choisir nos chemins, libres d'aimer sans peur, libres de ne plus jamais nous laisser enfermer dans le silence. Pour la première fois depuis des années, j'ai fermé les yeux en me disant « Oui, nous sommes enfin vivantes ». Avec le temps, j'ai réappris à aimer les petites choses. Le café du matin pris en silence pendant que Clara prépare son cartable, les promenades dans les ruelles d'Orléans, la sensation du soleil d'automne sur ma peau. Toutes ces choses simples que la peur m'avait privée, je les redécouvrais une à une, comme si je renaissais. Je me surprenais même à rire de petites maladresses du quotidien, à ressentir une légèreté que j'avais oubliée depuis longtemps. Un jour, en sortant de la bibliothèque où je travaillais, j'ai croisé un couple qui discutait en tenant un bébé dans les bras. J'ai ressenti une légère contraction dans la poitrine, cette douleur sourde qui rappelle les ombres du passé. Mais au lieu de m'effondrer, j'ai respiré profondément. Leur bonheur n'était pas une blessure pour moi, il était la preuve que la vie continue, que tout n'est pas noir, que l'amour vrai existe encore quelque part. Ce jour-là, je me suis dit que peut-être, un jour, j'aimerais à nouveau. Les mois passèrent, et je constatais que je devenais une autre femme, plus forte, plus lucide, plus douce aussi. Les gens autour de moi le voyaient. Mireille me disait souvent que j'avais retrouvé de la lumière dans les yeux, une lumière qui ne venait ni d'un homme ni d'une promesse, mais de moi. Je comprenais enfin que la reconstruction n'a rien d'un miracle soudain, c'est une succession de petits pas, parfois hésitants, parfois assurés, mais toujours dans la bonne direction. Clara aussi brillait plus fort. Elle avait fait de nouvelles amies à l'école, riait parfois aux éclats en rentrant le soir, les cheveux ébouriffés par le vent. Elle décorait sa chambre de dessins remplis de cœurs, de maisons, de soleil, de petits mots maladroits comme « maman plus moi égale bonheur ». Chaque fois que je les voyais, mon cœur se serrait, pas de tristesse, mais de gratitude. Elle était ma force, mon moteur, ma victoire la plus douce sur la vie. Et un soir, alors que je fermais les volets, j'ai senti profondément en moi que tout était enfin à sa place. Pas parfait, pas sans cicatrices, mais aligné. L'arrestation d'Adrien, ses mensonges, les années de peur, tout cela appartenait à un autre monde, à une autre femme. Celle que j'étais devenue n'attendait plus rien de se passer. Elle avançait, sereine, déterminée, prête à construire l'avenir sur des bases solides. Et dans le silence apaisé de notre petit appartement, j'ai murmuré pour moi-même, « On est libre, ma fille, enfin libre ».